Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Patrick Riguet, alias Cipressa, et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue de marché Ishimoku. Donc si vous êtes inscrit à la newsletter, vous avez reçu le planning de mes revues de marché. Donc vous saviez que lundi dernier, j'allais en enregistrer une que je publierai ensuite sur YouTube et partager le lien avec vous, soit via les réseaux sociaux, soit via la newsletter. Ce jour, aujourd'hui, lundi aussi, donc je la fais un peu tardivement, il est 16h05 très précisément, je rentre de promenade, donc je reprends le travail doucement. L'avantage aujourd'hui, c'est que j'ai retrouvé mon bureau, donc la fibre, il y aura moins de lag sur la vidéo. Et puis à partir de mardi prochain, je reprends les revues de marché traditionnelles telles que vous les connaissez maintenant depuis des années, de tous les mardis à 10 heures précises, où je vous envoie le lien d'inscription via la newsletter que je vous remontre ici sur mon site, le site ishimokukinkoyo.info. Vous pouvez aussi taper Ishimoku dans Google et c'est le seul avec un point info. Et via ce lien d'inscription, vous pouvez vous inscrire à l'avance et ainsi participer en direct à ma revue de marché et poser vos questions aussi en direct et non plus en différé comme c'est le cas actuellement. Donc la semaine dernière, il y a eu la revue de marché. J'ai publié aussi durant la semaine. Voilà, j'ai eu un petit moment de temps libre dans la semaine. Donc la qualité audio n'est pas excellente parce qu'il y a un petit peu de lag. J'étais pas chez moi, donc la connexion internet était un petit peu complexe. Une démonstration de scalping sur le futur DAX, hein, non pas sur le CFD mais sur le futur. J'en ai déjà fait beaucoup d'autres, à la fois en réel, celle-ci elle est sur un compte démonstration où je montre un petit peu mon process, ma préparation et ensuite je vous montre comment est-ce que je scalpe le DAX. Et je vous montre aussi cette fois-ci la page d'accueil avant la revue de marché pour que tout le monde puisse parfaitement bien prendre conscience des risques sur le haut niveau de risque du trading. Le trading, que ce soit les devises, le forex, donc les CFD, mais aussi les actions, les futurs, etc., les marchés réglementés ou pas, comporte un haut niveau de risque et de ce fait, il est possible de gagner ou de perdre plusieurs fois le montant de son capital initial. Donc je vous laisse bien regarder cet avertissement sur les risques qu'il est impératif de lire. Voilà. Je vais aussi ouvrir ma boîte mail parce que je me demande si je n'ai pas eu une question. Alors attendez, hop là, je vais essayer de ne rien. Voilà, juste un instant, je voudrais la décaler. Hop là. Je me demande si je n'ai pas eu. Voilà, on me demande de faire une analyse, je crois, sur l'euro CAD. Je pense avoir détecté un signal de vente en daily avec une cassure du range journalier sur Eurocad. Donc je vais noter ça. Et il n'est pas impossible qu'on m'ait demandé aussi de regarder une action, ce que je vais regarder tout de suite. J'aurais dû faire ça avant. L'Oral Space and Communication. Je parle. Si tu le souhaites, peux-tu faire, s'il te plaît, une analyse Ishimoku de l'ORL, c'est-à-dire l'Oral Space and Communication sur le Nasdaq. Donc, je vais faire ça aussi. Donc, je pense que là, tout le monde a bien pris le temps de regarder l'avertissement sur le risque, ce qui va me permettre de commencer. Je vais dans cette revue de marché vous reparler de ma position euro-USD. Vous savez que le forum était en panne dans la semaine pour pas mal d'entre nous, on pouvait pas y accéder, donc j'ai pas pu l'annoncer en temps réel, mais enfin vous le voyez là maintenant à l'écran. Je l'ai annoncé par contre en temps réel sur Twitter et sur Facebook, mais je n'ai pas pu le faire sur le forum. Donc je suis entré à l'achat à 1,1458 très précisément sur euro USD avec un stop à 1,13 0,77 et un objectif à 1,20 1,1998. Donc j'ai un très bon ratio. Vous voyez, pour 150 pips de perte, j'ai un ratio qui est de 3 pour 1 minimum. Pour le moment, je perds 38 points. Alors, peut-être me suis-je un peu précipité et ai-je un peu négligé la crise en Turquie, hein, la baisse de la monnaie turque qui entraîne dans sa chute les monnaies européennes face notamment au dollar et aussi le dollar canadien, enfin toutes les monnaies. On craint
un défaut de paiement de la Turquie et c'est la raison pour laquelle il y a eu des soubresauts dernièrement et notamment sur l'euro, notamment l'exposition des banques en Turquie. Moi, j'ai tenté de rentrer suite à mon analyse technique. Vous savez que, alors je suis rentré par anticipation, j'aurais peut-être pas dû, parce que si je tiens compte de la cassure ici, je n'aurais peut-être pas dû rentrer. Mais enfin, ceci dit, je l'ai fait, je vous montre. Vous savez, puisque je vous en parle maintenant depuis des mois et des mois, déjà, nous n'étions pas nombreux à penser que l'euro USD allait revenir sur le niveau des 1,14, 1,13 et des poussières. Peut-être que mon stop n'est pas suffisamment large. Vous savez que j'en profite pour vous rappeler une des règles de base du money management. La quantité de pips que l'on perd ou que l'on gagne ne signifie en rien que l'on va perdre beaucoup ou gagner beaucoup d'argent. On peut perdre beaucoup plus d'argent, beaucoup moins d'argent, pardon, avec 150 pips de perte qu'avec 10 pips de perte. Tout dépend de la quantité de lot, ou autrement dit, on peut aussi dire le levier utilisé. Ce qui est important pour moi, c'est de ne jamais accepter de perte supérieure à 1% de mon capital. Donc supposons, admettons que j'ai un capital de 10 000 euros, quelle que soit la taille de mon stop en pips, 150 pips, 10 pips ou 450, de toute façon, je ne perds pas plus de 100 euros. C'est ça qui est important et non pas la quantité de pips. Parce que parfois les gens disent, oh là là, t'as mis un stop de 150 pips. Mais c'est pas possible, c'est beaucoup trop. Cela n'est pas du tout vrai puisque ce qui est important, c'est la quantité en pourcentage et non pas la quantité de pips. Le gain ou la perte en pourcentage et non pas la quantité de pips. Donc là, nous sommes sur un graphique hebdomadaire. Je vous ai parlé, je vais pas radoter, je vais essayer. En tout cas, je vous ai parlé de ce range qui a duré pendant 2 ans suite au bazooka de Mario Draghi, qui a provoqué la chute que nous voyons ici. Le quantitative easing de Mario Draghi, et donc les prix sont rentrés ensuite dans une dérive latérale qui a duré 2 ans et qui a été cassée en force l'année dernière, en juillet 2017, et j'ai toujours dit, après avoir visé l'objectif des 1,20 puis des 1,25, qu'il m'apparaissait très probable que les prix reviennent tester, à minima, ce support ici des 1,1462. Parce qu'on ne casse pas un tel range, on ne casse pas une telle résistance pour ne pas venir le retester en tant que support. J'ai toujours établi ce scénario et ce scénario s'est réalisé. Donc j'ai pris les morceaux ici à l'achat, très peu à la vente. En intraday, bien évidemment, des petits bouts régulièrement, mais pas en swing trading. Et là, je suis entré à l'achat en swing trading en imaginant que les prix allaient rebondir sur ces niveaux, ou peut-être même, alors là, ça serait limite à 1,1332 sur ce niveau, mon stop à ce moment-là serait peut-être un peu trop serré, pour finalement revenir chercher les 1,20, puis de nouveau les 1,25, et puis peut-être beaucoup plus. Ça, l'avenir nous le dira. Tel est mon plan. Ensuite, technique, on peut regarder le graphique mensuel pour s'apercevoir que ce niveau, et ce n'est pas un hasard, est un niveau de Kijun-sen. Vous voyez, nous avions la fameuse tendance dite bazooka de Mario Draghi, nous avons le range ici, le range est cassé, on repart peut-être pour inverser, pour reprendre un petit peu, en tout cas pour retracer, bien qu'on a déjà retracé largement au-dessus des 50%. Mais suite à cette poussée phénoménale, les prix finalement ne font rien d'autre pour le moment que de revenir retracer de 50%, puisque vous savez que la Kijun-sen plate représente 50% de retracement de Fibonacci. Par exemple, pour bien vous le démontrer, si je prends ce niveau ici, que je monte jusqu'en haut, je m'aperçois bien ici que le niveau de 50%, qui est caché ici par l'étiquette, mais il est bien là. Et donc, on a bien la démonstration que plat Kijun correspond à 50% de retracement. Nous pourrions aussi avoir des hypothèses contraires à la mienne. Par exemple, j'ai très bien vu et très bien suivi les gens qui ont tracé des obliques dans ce genre. Bon, si, voilà, bon, pas toujours évident de tracer une oblique. Si tel est le cas et que nous avons un canal, à ce moment-là, les prix reviendraient chercher des points plus bas et je perdrais mon trade. Mais ce n'est pas mon scénario. Qui plus est, si on ajoute une notion de survente ou de surachat, que ce soit au niveau des stochastiques ou au niveau des prix, nous voyons bien que les prix sont en survente. Ça, c'est indiqué ici par le stochastique, mais vous savez aussi que la Tenkan-sen est un merveilleux indicateur, beaucoup plus précis d'ailleurs que les oscillateurs, de survente ou de surachat, dans le sens où, lorsque les prix s'en éloignent, cela veut dire que nous sommes en survente ou en surachat, puisque la Tenkan-sen, vous le savez aussi très bien,
si vous avez suivi mes formations, puisque dans ces revues de marché, je ne fais pas de cours, hein, je ne donne pas de cours, ou si vous l'avez lu ailleurs, notamment gratuitement dans les tutos qu'il y a dans le menu vertical de mon site que je vous ai montré au début de cette revue de marché, la Tenkan-sen a pour vocation de coller au prix, et lorsque les prix s'en éloignent, nous sommes en survente ou en surachat. Cela est vrai en hebdomadaire, mais c'est aussi vrai en daily. Alors, bien évidemment, si le surachat devait être, la survente devait être résorbée, cela ne veut pas dire que j'irai chercher mon objectif. Bon, voilà, dans le pire des cas, j'attends ce scénario depuis très longtemps. Dans le pire des cas, je perds 1% de mon capital. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait le moindre drame, la moindre difficulté. Vous voyez, la borne haute de l'ancien range hebdo. Puis, on devrait retracer à minimum ici sur cette Kijun de 50%. D'ailleurs, cela aurait pu ouvrir des opportunités intraday. Et ce qui est intéressant de voir aussi, alors peut-être que je vois ça pour me faire plaisir, c'est une structure en chandelier japonais, une ligne, comme on dit, de chandelier japonais, que j'ai pas l'habitude à laquelle je n'ai pas l'habitude d'accorder beaucoup d'importance parce que je ne pense pas qu'elle fasse partie des structures de renversement principales. On va dire que c'est secondaire comme structure. La fameuse ligne de contre-attaque. Alors, vous allez me dire, ça ne correspond pas précisément à la ligne de contre-attaque que l'on voit dans les livres sur les chandeliers japonais. C'est normal puisqu'il s'agit de Forex. Donc ici, il y aurait eu un gap, vous voyez, et le gap serait en clôture. Le niveau de clôture de ce chandelier doit correspondre au niveau de clôture du chandelier principal. Et si possible, avoir une mèche le plus petite possible au niveau de cette intersection. Donc si ça clôture un petit peu au-dessus, on dira c'est pas le cas, mais comme vous savez qu'il n'y a pas de gap durant la semaine, en tout cas sur le marché du Forex, c'est normal que nous n'ayons pas une configuration exactement telle qu'elle est décrite dans les livres. Mais vous savez aussi que les chandeliers japonais, il ne faut pas être dogmatique, il faut comprendre ce que le marché nous raconte et il peut, même si ce chandelier, ce que je serais bien content d'ailleurs, venait à clôturer à l'intérieur du précédent, alors à ce moment-là, nous pourrions continuer quand même malgré tout à parler de ligne de contre-attaque. Maintenant, il ne faudrait pas il n'est que 16 heures, il ne faudrait pas que d'ici à 22 heures, 23 heures, en fonction des courtiers, toute cette poussée soit anéantie et que nous ayons un doji ou je ne sais quoi euh, d'hésitation. Pourquoi pas? Après tout, un doji serait aussi une structure de renversement plus efficace que celle-ci. Mais bon, voilà, à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, tel est mon plan. Vous le connaissez, vous le savez, puisque je montre toujours tout ce que je fais en temps réel. Donc, tant qu'on y est, on va regarder rapidement d'autres paires de devises. Après, je vais vous montrer, je vais essayer d'analyser les indices sur CFD. Vous savez que moi, mon broker, Interactive Broker via Pro Real Time, qui est aussi mon partenaire, propose les indices mais futurs. Donc ici nous avons le SP500 futur, le Dow Jones futur, le DAX futur, le CAC 40 futur, d'accord, et puis les autres que je n'ai pas affichés. S'il y a des actions à regarder, on les regardera. On va aller regarder aussi l'Euro CAD comme demandé et l'Oral Space and Communication à la fin. Donc je vais commencer, si vous le voulez bien, par regarder les CFD. Donc ici, nous avons le CFD du courtier Ohanda sur le DAX et nous sommes sur quelle unité de temps? 240. Donc le H4. Qu'est-ce que nous raconte le H4? Cacher les publicités pour le moment. Alors, il faut que je me souvienne comment fonctionne cette plateforme que j'ai utilisée à un moment donné, mais que j'ai un petit peu oublié. Donc, permettez-moi de faire quelques tests. Où est-ce que j'ai mon outil rectangle? Voilà, si j'ai plus l'outil rectangle. Donc là, qu'est-ce que nous voyons sur le graphique H4 du DAX? Nous voyons un nuage qui, si on part d'ici et qu'on arrive jusqu'ici, il y a des petits morceaux tendanciels. Vous voyez, ici, nous avions une tendance baissière accompagnée par ce nuage. Nous avions une légère tendance haussière. C'est la raison pour laquelle le nuage était légèrement orienté à la hausse. Et puis ici, nous n'avons plus du tout de tendance. Nous avons un début de petite tendance baissière, mais le tout à l'intérieur d'une grande dérive latérale, dans le sens où, globalement, ce nuage n'est pas très orienté. On ne peut pas parler de tendance qui dure depuis longtemps. Donc on va essayer, puisqu'il s'agit de dérive latérale, nous allons, alors où est-ce que c'était le rectangle? Nous allons essayer d'encadrer les prix à l'intérieur de cette dérive, voilà, qui part. Faut que je me réhabitue
à utiliser un outil que j'ai perdu l'habitude d'utiliser, une dérive latérale qui part de 13 148 points jusqu'à 12 151 points. Donc il ne serait pas étonnant de voir les prix venir chercher la borne basse ici des 12 150 points. En même temps, les prix, lorsqu'ils ont rebondi sur cette borne basse avec cet avalement, puis ensuite avec ce doji, ce marteau, cet autre marteau ici, vous voyez, il y a une forte hésitation, mais finalement ces structures en chandelier japonais ont bien renvoyé les prix jusqu'en haut. Les prix ne sont pas parvenus à aller chercher le haut du rectangle qui est ici. Et depuis, il est possible de tracer une autre boîte à l'intérieur de la boîte, donc c'est ce que nous allons faire. Vous savez que lorsque le nuage est à l'horizontale, il est facile de tracer des boîtes, voilà, comme ceci, qui elle-même, il ne faut pas que j'oublie de cliquer, qui elle-même a été cassée, vous voyez, quand un range est cassé comme ça, mais la survente, regardez, suite à la situation turque, est quand même très très importante, dans le sens où les prix sont très éloignés de la Tenkan-sen. Donc je ne serais pas, nous avons les stochastiques aussi en survente, donc je ne serais pas étonné du tout de voir les prix suite à cet avalement, par exemple, si jamais il est confirmé, hein, vous savez qu'un avalement sur CFD ou Forex n'a pas la même morphologie que sur le marché action, je ne serais pas étonné que cet avalement renvoie au minimum les prix sur le niveau de Fibonacci 50% ici, autrement dit le plat Kijun qui se trouve ici. Mais enfin, pour le moment, c'est une hypothèse qu'il faut vérifier. Il est toujours plus facile de trader dans le sens de la tendance que contre la tendance, puisque si on veut viser un niveau de retracement, effectivement, le niveau de 50%, c'est-à-dire le plat qui joue, est souvent un très bon niveau, mais entre-temps, il y a quand même le niveau de 38,2. On n'est pas certain que les prix vont aller au-delà des 38,2, de la même manière qu'on n'est pas certain qu'ils vont s'arrêter sur le 50% pour ne pas aller chercher les 62%. C'est pour ça que les prix, lorsqu'ils reviennent en tendance, je précise bien en tendance, sur la Kijun-sen, il est préférable d'attendre qu'il y ait sur ce niveau des structures de chandeliers de retournement tels que ceux qu'on vient de nommer tout à l'heure. Bon, donc ici, ça peut être des dojis, des couvertures en nuages noirs, des avalements baissiers et autres, etc. Et à ce moment-là, il est beaucoup plus facile de vendre pour revenir chercher ici la borne basse du range qui est ici en intraday, voire très probablement d'autres niveaux de support, comme par exemple ici les 12 250, puis les 12 150. Par contre, vendre maintenant me paraît totalement prématuré. C'est-à-dire que là, un lundi, après la dégringolade de la semaine dernière, on ne vend pas lorsque les prix sont en survente. On ne vend jamais les accélérations baissières lorsque cette accélération baissière a laissé les prix éloignés de la Tenkan-sen. Mais enfin, tout cela, vous le savez, je ne suis pas là pour vous enseigner le trading avec Ishimoku, puisqu'a priori, si vous vous intéressez à ces revues de marché, tout cela, vous le savez déjà, ou en tout cas, vous le saurez plus tard en l'apprenant si ça vous donne envie d'apprendre Ishimoku. Donc ici et maintenant, en intraday ou en swing ou comme ça, je ne vois pas grand-chose à faire sur ces niveaux. Il y a toujours du scalping ou des choses de court terme à faire sur les extensions de SSB comme celle-ci, puisque vous savez qu'à partir d'un plat SSB, on peut tracer une droite en extension pour mieux visualiser un niveau de support et résistance. Mais ici, là, maintenant, sur le H4, très honnêtement, je ne vois rien à faire. Alors, on va essayer de se mettre sur une autre unité de temps. Il faudrait juste que je me rappelle comment on fait. Comment fait-on? Pourquoi je ne peux pas accéder? Alors, attendez. Si je fais ça, il se passe quoi? Ah ouais, non. Alors, on va retourner sur TradingView. Excusez-moi, hein, j'ai plus l'habitude de regarder les CFD. Donc là, je me remets là-dessus. Ensuite, je vais DAX, je suis bien là. Alors normalement, quand je clique là... Ah oui, non, c'est ici, pardon, veuillez m'excuser. Alors on va se mettre en daily, et en daily, regardez, on a exactement notre grand rectangle qui est parfaitement bien tracé, et on pourrait l'avoir... oui, non, il est parfaitement bien aligné à ce niveau de support, et regardez, il correspond surtout... Cette SSB plate qui est restée plate ici correspond bien à la zone d'équilibre, c'est-à-dire la 50% du rectangle. C'est-à-dire qu'ici, on a la moitié du rectangle divisé par matérialisé. Oh là là, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, je vous prie de m'excuser. Faut que je me remette dans le bain, faut que je revienne de vacances complètement. Cette SSB qui représente 50% de toute la hauteur du rectangle. Voilà, c'est beaucoup plus clair comme ça. Donc avec toujours cette fameuse probabilité pour que les prix viennent chercher ce niveau. Mais étant donné la survente, je pense quand même qu'il faut la survente, c'est bien ça, se méfier et attendre des niveaux de retracement pour pouvoir, on a des publicités lorsqu'on a un compte gratuit sur TradingView, c'est ce que vous voyez s'afficher que j'essaye de fermer sans arrêt.
Donc là, en daily, il y a pas à trader le DAX non plus. Ce serait totalement irresponsable. On ne sait pas si finalement les prix en clôture ne vont pas réintégrer ici le range et clôturer avec un doji ou un marteau, ce qui serait un beau signal d'achat pour venir chercher à minima la zone d'équilibre du range ici et le haut du range. Ça, c'est techniquement, parce que fondamentalement, il faut malgré tout tenir compte de la Turquie. Et donc, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire ici et maintenant sur le DAX. On va regarder ce que font les indices américains. Donc les indices américains, forcément, ils se portent mieux, puisque la situation turque affecte beaucoup plus, pour le moment, l'Europe que les États-Unis, bien que s'il y a crise bancaire avec la Turquie en Europe, ça impactera forcément aussi les Américains, mais comme les indices américains, rien ne peut arrêter l'euphorie qu'ont les investisseurs ou les spéculateurs sur les indices américains, ben c'est plutôt mignon. Il y a eu une petite baisse la semaine dernière, et puis là finalement on dessine un joli marteau sur le niveau de Tenkan-sen. Alors Tenkan-sen n'est pas selon moi un niveau suffisant pour pouvoir entrer en position. On va attendre que la Kijun-sen s'aplatisse quelque part, et puis voir s'il n'y a pas moyen d'entrer en position sur la Kijun-sen plate pour aller chercher de nouveau des plus hauts, mais bon, en sachant que quand même l'élastique est très tendu. Moi, je n'entre plus à des tels niveaux, je n'entre plus à de tels niveaux en swing trading sur les indices, que ce soit sur Future ou CFD. Je les trade éventuellement en intraday ou en scalping, comme je vous l'ai montré en tout début de cette vidéo. Et si les prix venaient à casser ici les 2860 points, à ce moment-là, nous pourrions aller chercher de nouveaux plus hauts. On va se mettre sur un graphique hebdomadaire, par exemple, nous pourrions revenir chercher les 2872 points. Mais enfin, prudence, regardez ici le fort surachat, les prix sont très éloignés de la Tenkan-sen. Là, c'est pareil que pour le DAX, un repli serait salutaire. Donc en swing trading, très honnêtement, je ne crois pas qu'il soit pertinent de faire quoi que ce soit. En 15 minutes, on voit qu'il n'y a aucune volatilité. On va regarder sur du H1. Voilà. Les nuages sont fins, hein, la volatilité est faible. La tendance est baissière, mais on a retracé, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, là, nous, sur la Kijun-sen, on dit toujours, en tendance, on peut s'appuyer sur la Kijun-sen pour vendre, puisque là, c'est la tendance est baissière, hein, matérialisée par la baisse le nuage orienté à la baisse. Oui, mais la Kijun-sen n'est pas non plus une barrière magique, hein, c'est un peu idiot que de le dire juste comme ça. On peut souvent s'appuyer sur la Kijun-sen à condition d'avoir un signal de vente. Donc, par exemple, il ne faut pas que la Kijun-sen soit cassée, et de préférence, si on a une structure de retournement sur ce niveau, qu'on peut anticiper sur les unités de temps inférieures pour gagner du temps, avoir un meilleur timing, un meilleur ratio, tel que je l'enseigne dans la formation sur les chandeliers japonais, sinon il ne faut pas le faire. Donc là, ici, tout de suite, maintenant, rien à faire non plus en intraday sur le DAX. Puis de toute façon, vu l'heure de la journée, 16h26, sur le SP500, on oublie un petit peu les indices pour l'intraday. Donc on va revenir quelques instants au Forex. Nous allons regarder, là je suis sur le CAC 40, Euro USD, bon ça ne bouge pas franchement, tout est au ralenti, donc on est sur du daily, on va faire un tour d'horizon, voir si on voit quelque chose rapidement. AUD USD, bon voilà c'est pareil, hein, ce que je vous disais, ça a cassé, hein, vous voyez, les prix ont réussi à casser ici le support de 0,7375, donc là vendre maintenant, ici et maintenant dans cette situation de survente ne me paraît pas très prudent. Je ne sais pas s'il y a des signaux de retournement sur d'autres unités de temps, s'il y a un support ici sur lequel s'appuyer, on va voir sur l'hebdomadaire, mais je serais plutôt prudent. De toute façon, moi je suis sur Euro USD, donc je ne vais pas être aussi sur AUD USD. Vous voyez, il est probable que les prix puissent revenir chercher ici les 0,7176. Voilà. Je vois pas de quoi rentrer ici et maintenant tout de suite sur l'AUD USD en hebdomadaire. Alors en H4, on peut compliquer. Tiens, là j'ai un niveau de support 0,7235, 39, c'est celui que je viens de citer. Donc pas grand chose sur AUD USD. D'autant plus que si on est déjà sur une paire en dollars, c'est pas la peine d'aller en chercher une autre, puisqu'elles sont quand même relativement corrélées. Alors, qu'est-ce que nous avons ici sur NZD USD? NZD USD, ça a l'air déjà d'être techniquement, je dis bien, plus intéressant, dans le sens où les prix travaillent la borne basse de ce canal et à la fois ce support horizontal que j'ai tracé ici à 0,6566.
Donc je vais aller regarder sur le graphique hebdomadaire, 0,6566. Donc niveau de support ici, vous voyez, alignement de plat SSB ici avec plat qui jaune, et puis on voit bien qu'au niveau des prix, c'est une zone qui a été travaillée par le passé. On va jeter un œil sur le graphique mensuel. Voilà, et nous avons ici un alignement encore, vous voyez, de Kijun-sen avec plat SSB, donc un fort support. Et l'idée est de savoir s'il est possible d'entrer en position dessus. Bon, bah écoutez, regardez, si on se met sur du H4, pour le moment, nous avons bien une réaction sur ce niveau de support. La semaine dernière, j'envisageais, après cette cassure, que les prix se replient sur ce niveau pour revenir chercher ce niveau, mais il n'y a pas eu de repli suite à la situation en Turquie. GBP USD, on va se mettre sur du daily. Alors GBP USD, j'ai même pas envie d'en parler parce que entre sa faiblesse intrinsèque et comment dirais-je, le Brexit, bon, mais encore une fois, survente. Donc si les gens qui veulent vendre, qui imaginent que les prix vont aller chercher de nouveaux plus bas sur les paires en dollars, c'est pas le moment de le faire. On attend toujours, après l'accélération baissière, qu'il y ait un retracement sur des niveaux importants de l'Ishimoku ou chartiste. On pourrait jeter un œil, par exemple, sur les paires en yens, ça peut être tout à fait intéressant, les paires en yens. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons, il n'y a pas grand-chose, hein. On sent bien que c'est l'été. Les prix sont à 110,85, 110,87. Journalier ne m'inspire pas du tout. J'ai bien un nuage orienté à la hausse. Bon, j'ai bien ici une Chikou-span qui rebondit sur ce support hein, des prix, mais ce support des prix est ici une résistance pour les prix, donc à la fois Chikou-span n'arrive pas à enfoncer le support qui était ici, ce que les prix ont réussi à faire, et à la fois les prix reviennent chercher ce support qui est ici une résistance, donc il est compliqué d'entrer en position dans ces circonstances. Il y a un peu tard pour faire de l'intraday dans la journée. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, hein, cassure, là on a bien une cassure d'un niveau, hein, si je l'ai mis ici, ce niveau c'est pas pour rien, cassure, il faudrait que les prix ne parviennent pas à casser en clôture le niveau de Kijun-sen ici pour éventuellement vendre, mais je ne vois pas quelque chose de très intéressant à ce niveau-là. Alors par contre, j'ai regardé tout à l'heure le NZD Yen, hein, qui lui me plaît bien au niveau technique, regardez. On va essayer de prolonger notre canal ici, que j'avais tracé il y a déjà de nombreuses semaines, pour observer différentes choses. Premièrement, il est possible de bien observer le fait que Chikou-span, tout lui fait obstacle. Même les droites chartistes, hein, les obliques de Kano ou de Biseau ou de je ne sais quoi encore chartistes font support aux résistances à Kijun-sen, qui ici n'avait pas réussi à franchir. Et ici, par contre, regardez, la Kijun-sen a bien franchi la borne basse du canal. Oui, elle a bien franchi la borne basse du canal, mais les prix, eux, n'y parviennent pas. Ils rebondissent exactement au point près sur la borne basse du canal que nous avons tracé ici. Donc là, ici, en intraday, ce matin, si on avait anticipé avec les chandeliers japonais tels que je l'apprends dans la formation aux chandeliers japonais, il était possible d'entrer jusqu'à ce que la Chikou-span revienne ici chercher les 73,35, on va dire 73, 73. Le trade en intraday aurait été terminé. Nous allons regarder le graphique hebdomadaire. Alors sur le graphique hebdomadaire, je vois que les prix ici forme un support. Vous voyez, il y a un support des prix. Les prix ne parviennent pas à franchir ce niveau, donc on peut considérer ce niveau comme étant un support. Et c'est aussi sur ce même support horizontal, hein, c'est pas inintéressant d'acheter le NZD Yen. On a un double niveau de support ici, l'acheter en clôture avec ce qui ressemble encore ici à une ligne de contre-attaque, mais attention, ça pourrait être aussi une ligne sous le coup. Mais bon, en Forex, la ligne sous le coup, elle aurait été, le niveau d'ouverture aurait été au même niveau que le niveau de clôture de la bougie précédente, donc je privilégie peut-être la ligne de contre-attaque. On va avoir une pénétrante aussi, si on arrive à franchir le milieu de ce chandelier. En tout cas, cela ressemble bien à un chandelier de retournement, quel que soit son nom et l'interprétation qu'on en fait, qui reprend ce support à la fois horizontal et à la fois ce support oblique. Donc faire un achat sur ce niveau de prix, si c'est confirmé en clôture, je ne donne pas de signaux, je ne dis que ce que je pense moi, en tant qu'utilisateur de l'Ishimoku, avec un stop sous la mèche, c'est-à-dire sous les 72, et si on a le ratio de 2 pour 1, venir chercher ici les 74 ou 64, ça me paraît intéressant, mais alors attention au ratio, parce qu'admettons qu'on achète 73,10, on a 100 points, 100 points, 74, on n'a pas 200 points d'objectif, donc on n'a pas le ratio. Donc à partir du moment où on n'a pas le ratio, on n'entre pas en position. Mais enfin bon, voilà, c'est à observer.
Alors, par contre, pour ceux qui... je me suis trompé, j'ai mis 3 heures. Ce matin, on va voir à quelle heure ça s'est produit ici. C'était à 9 heures ce matin, c'était une belle opportunité. À 9 heures ce matin, on a à la fois ici cette pénétrante, et on a surtout l'avalement ici qui reprend l'oblique du canal baissier que j'ai tracé sur le daily. C'était une belle opportunité pour rentrer à 72-75 et aller chercher les 73. Ah oui, 25 points à prendre en intraday. Quand les prix rebondissent comme ça sur un niveau de support et qu'on a des chandeliers de retournement, c'est souvent une opportunité pour aller chercher quelques points. Là, ça a l'air de bien repartir sur le 15 minutes. Donc, Eurocad, on m'a demandé par mail l'euro CAD. Alors attention, le CAD, c'est du pétrole. Je me rappelle plus le prénom de la personne qui m'a demandé. Et puis pour pas dévoiler son mail devant tout le monde, je vais regarder. Donc désolé. Eurocad aurait cassé. Oui, mais alors on n'entre jamais en position. Alors une analyse de l'Eurocad. Alors nous avions bien un range ici, je me souviens. On a bien un chandelier ici qui casse le range, mais alors attention, on est en totale survente. Donc on ne vend jamais tant que l'accélération baissière n'est pas résorbée. C'est compliqué. Ici on a un harami en... Donc la personne qui m'a demandé de voir l'euro CAD envisagerait de vendre, voit peut-être un signal de vente. Alors j'ai pas bien lu si c'est après repli ou pas. En tout cas là maintenant c'est prématuré pour vendre puisque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen. Et si l'on regarde sur une unité de temps supérieure, l'hebdomadaire, qu'est-ce que l'on peut constater ? Sur quoi s'arrêtent actuellement les prix? Visiblement sur un niveau de support matérialisé à la fois par ce plat SSB, qui est ici, et plat SSB en extension qui est ici, donc on peut tracer une extension ici. On voit bien que c'est un niveau pertinent dans le sens où il a quand même été vachement travaillé par le passé. Donc c'est un peu compliqué que de vendre là, ici, maintenant, tout de suite. Les prix sont encore, eux aussi, sur le graphique hebdomadaire, très éloignés de la Tenkan-sen, donc je ne vendrai pas maintenant. Je ne vendrai pas maintenant. Pour vendre, il faut que les prix cassent les 1,49 et qu'on ait ensuite un pullback pour éventuellement venir chercher les niveaux ici à 1,45, 1,45,76. Mais là, après cette accélération baissière, il est difficile de savoir ce que vont vouloir faire les prix. Si je regarde sur un graphique mensuel, regardez, les prix sont pile poil sur la Kijun-sen. Dans une tendance, on va dire, on a une sorte de range de très long terme qui va entre 1,23 et cette borne haute. On peut en tracer un autre entre 1,59 et 1,35. Donc voilà, bon, la tendance est plutôt haussière. À l'intérieur de ces ranges, la tendance est plutôt haussière. Et suite à cette accélération, pour le moment, on a un repli de 50% sur la Kijun-sen. Si la Kijun-sen ne casse pas, donc on revient au 1,49. Si les 1,49 ne cassent pas et que sur cette zone, nous avons des chandeliers de retournement, j'aurais plutôt un biais haussier. D'accord ? Voilà, matérialisé par une grosse noire, comme ça. Et on va repartir, regarder, voir le H4. Donc on a bien, pour le moment, des chandeliers de retournement. Regardez cet avalement, regardez ici marteau inversé, cet avalement ici, ce doji, on a bien des signaux de retournement sur ce niveau. Donc vendre ces niveaux autant qu'on reste au-dessus des 1,49 et qu'on est en survente, en plus sur les unités de temps supérieures, me paraît imprudent pour le moment. On va aller jeter un œil aussi à Capgemini, à Facebook et à Loral Space and Communication pour répondre à Passage. Alors, celui-là, il faut que je le trouve déjà. Loral, L-O-R-L, le code L-O-R-L. Space and Communication. Nasdaq, on va se mettre sur du daily. Et Passage me demande, peux-tu faire une analyse Ishimoku de cette action? Alors, une analyse Ishimoku de cette action. Alors déjà, ce qui saute aux yeux, comme ça, en journalier, hop, c'est que nous avions ici une dérive latérale parfaitement bien matérialisée par la SSB ici alignée à un plat Kijun, vous voyez, pile poil au milieu du range, qui a été cassée en force. Puis les prix ont retracé, comme c'est souvent le cas, c'est un petit peu ce que j'ai voulu faire sur l'euro USD, regardez. C'est à peu près le même type de configuration technique. Les prix ont retracé sur l'ancienne borne haute de ce range,
et sont partis à l'assaut des résistances suivantes. Alors là, ici, l'avantage, c'est que les résistances sont parfaitement bien matérialisées. Nous avons une première extension de plat SSB ici, et nous avons une seconde extension de plat SSB ici. Vous voyez, donc, les prix sont repartis avec une forte accélération. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans le secteur, dans ce secteur, on va dire, économique, mais en tout cas, on est monté très fort, on a retracé très fort, on remonte très fort, et la Tenkan-sen ne parvient plus à coller au prix. Donc là, c'est pas le moment d'acheter puisque nous sommes sous résistance. Et de toute manière, puisque nous sommes aussi en surachat, matérialisé par l'éloignement des prix vis-à-vis de la Tenkan-sen, et aussi par le fait que la Tenkan-sen et la Kijun-sen sont suffisamment espacés pour presque englober le nuage qu'il y a ici. Ceci est aussi une configuration de surachat dans le langage Ishimoku, surachat qu'on retrouve très simplement avec les stochastiques ici au-delà des 80. Donc, quoi dire? Là, franchement, je ne vendrai pas, ça c'est sûr, mais il me paraît que il me semble trop tard pour acheter. Il aurait fallu acheter ici. Ici, nous avions un superbe signal d'achat, ou après, ici. Donc là, maintenant, pour acheter de nouveau, il faudrait que les prix cassent les 42, 70, les 43, on va dire. On va aller regarder sur un graphique hebdomadaire. Ah oui, le graphique hebdomadaire est explicite dans le sens où nous avons un nuage qui est totalement à l'horizontale, qui twist, avec une SSB qui, malgré le twist, reste plate ici sur le même niveau que la SSB qui est ici, et qui nous permet ici de tracer un rectangle. Ouais. Ici. Les prix, c'est intéressant, hein, les prix ont tapé ici le bas du rectangle, nous avons ici des dojis, nous avons ici un avalement, nous avons à nouveau des dojis, que des structures de retournement, et hop là, suite à ces structures de retournement, il était possible d'acheter ici avec un stop sous la borne basse de ce range, et si le ratio est de 2 pour 1, on peut aller chercher la zone d'équilibre de ce rectangle qui est ici. Mais ici et maintenant, pour le moment, les prix sont en train de travailler la Kijun-sen. Donc on va pas acheter au-dessus de la Kijun-sen. Il faut au minimum attendre que la Kijun-sen, ici le plat qui est ici 42,75, donc je disais 43 tout à l'heure. Donc on va même dire qu'au-delà des 45, tel que je l'enseigne dans la formation Ishimoku, au-delà des 45, il faut attendre maintenant que les prix... C'est la pire zone pour trader dans les ranges, c'est celle-ci. Alors on peut toujours trader en intraday entre 42,50 et 44, hein. Mais bon, je ne pense pas que ce soit ce que veut faire Pasic, qui a plutôt des prises de position long terme. J'attendrai la cassure des 45, je laisserai monter, j'attendrai que ça revienne sur le canal qui va s'installer à l'intérieur du range, vous voyez ici. Tac, nous pourrions imaginer, pour le moment, ce n'est que là. Et là, si la Kijun-sen s'entrelace dans la borne basse de ce canal haussier qui conduit les prix d'ici jusqu'en haut du range, à ce moment-là, acheter. Nous pourrions étudier cette situation parce que c'est exactement la même chose que ce qui s'est passé ici, par exemple. Vous voyez, tac. Bon, là, sauf qu'il n'y a pas eu de retracement. Les prix cassent la zone d'équilibre. Et si les prix avaient retracé avant de venir chercher le bas du rectangle ici, à la fois sur la zone de la Kijun-sen et du canal, à ce moment-là, nous pouvions, une fois que la zone d'équilibre a été franchie, nous pouvions vendre pour venir chercher le bas du rectangle. Mais pour le moment, attente parce que nous sommes sur une zone de non-trade. Voilà. Donc j'espère que cette revue de marché est un peu particulière, dans le sens où je suis pas encore complètement rentré de vacances, qu'il y a cette problématique de la livre, qu'il y a le fait que la volatilité, enfin pas la volatilité, mais les spéculateurs ne sont pas vraiment encore sur le marché. C'est la raison pour laquelle vous voyez des nuages très fins partout d'ailleurs. Bon, je pense que ça va commencer tout cela à se réveiller après le 15 août et donc lors de ma prochaine revue de marché, mardi prochain. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et une excellente fin de journée. À bientôt. Au revoir.